Le chevalier à l'armure rouillée. Bon, avant de commencer, j'aime autant vous prévenir. Je n'ai en aucun cas choisi les meilleurs titres selon les avis de la critique ou de quelconque recherche. J'ai également choisi de ne pas vous parler des titres les plus populaires, primés par la critique, idolâtrés par les écoles, et qui font sûrement mouiller moult profs de français toutes les nuits. Premièrement parce que vos profs vous l'ont déjà rabâché un bon nombre de fois si vous êtes au collège ou au lycée, et c'est pas fun de traiter un truc qu'on a déjà pompé jusqu'à la moelle. Et deuxièmement, la réputation que leur ont taillée la presse aplatit littéralement toute forme de concurrence, recouvrant d'innombrables perles et ne laissant aucune chance à des œuvres moins prestigieuses, certes, mais autant, voire plus intéressantes et complexes. Maintenant que vous le savez, est-ce que ça vous va ? Ouais, on s'en fout, je commence. Donc, Le Chevalier à l'armure rouillée, de Robert Fischer. Si son nom vous est inconnu, sachez qu'il a commencé en écrivant des sketchs pour Groucho Max. On a connu relativement pire comme début de carrière. L'histoire nous conte donc celle d'un chevalier. À l'armure étincelante, dont la force titanesque n'était égalée que par sa bonté et son courage immense. La puissance de son aume et son armure l'avaient rendu totalement invincible et invulnérable. Aussi puissant soit son armure, le chevalier finit par tomber dans sa propre gloire, délaissant ses proches au prestige de ses quêtes, de meurtres de dragons et duels face à d'autres chevaliers. Autant vous dire que cette armure, c'est pas celle de n'importe quel écuyer, mon gars. Les croisades, il les fait en 5 minutes. 2 pour tuer tout le pays et 3 pour nettoyer le bazar. Tuer des dragons, mais c'est comme faire la vaisselle. Malheureusement, son succès l'oblige constamment à partir en croisade et délaisser sa femme et son enfant. Femme qui lui demandera de choisir entre l'épée et sa famille pour le bien de leur progéniture. Malheureusement pour le chevalier ayant décidé de considérer les sentiments de sa femme, il ne put retirer son aume. Et oui, à force d'essuyer le sang et de son utilisation permanente, la belle armure avait fini par rouiller. Sa femme ne le croit pas, croyant un prétexte pour garder la dite armure. Et même avec force et brutalité, et l'aide du forgeron le plus puissant du royaume, les coups même portés avec toute leur intensité n'arrivent même pas à érafler le métal de la carapace. C'est véritablement à ce moment que l'histoire démarre réellement. N'arrivant à se débarrasser de sa cuirasse, le chevalier décide de quitter ses terres, dans l'espoir futile de trouver un moyen d'ôter son aume, lui qui est désormais prisonnier des formes de son propre corps. En fait, c'est véritablement là que son vrai voyage commence. Jour et nuit, peu importe le ciel et la tempête, et là où la terre puisse le mener, le chevalier vagabonde partout, là où il le peut, à la recherche de quelqu'un qui arrivera à lui faire ôter son armure. Dans ce voyage, le chevalier se concentre d'autant plus sur comment retirer son armure que ce qu'elle recèle à l'intérieur. Il est vraiment initiatique et on se demanderait même si, peut-être, serait-ce possible que ce soit une métaphore de l'armure que chacun de nous met chaque jour pour cacher ses vrais sentiments ? Ça fait réfléchir. Non ? Mais ce qui est génial avec ce livre, ça fait réfléchir un peu quand même. Mais là où le livre devient bon, c'est en nous offrant une très bonne quête dans un univers vaste et long à explorer, mais très loin d'être avare en détail. Dans un chapitre, il veut boire à la rivière, mais son armure bien trop lourde et rouillée retient l'eau et le fait manquer de se noyer. Parce que l'ennemi principal du bouquin, c'est toi-même. Et cette perspective rend d'autant plus impressionnante que les dragons, les griffons, les golems et autres manticores et chimères. Car devant cet ennemi, la force et la puissance du chevalier sont totalement inutiles. Très bonne quête, très bonne philosophie, et le tout en un minimum de pages. Non mais sérieusement. Pour les plus érudits d'entre vous, il se lit en une demi-journée, même pas. Je recommande. C'est quand même pas très sympa de me couper la parole. 1984. Édité en 1949, de George Orwell. Alors oui, je sais, au début j'ai dit je prends pas les titres les plus connus, ils prennent trop de place, ils sont trop primés. Et à ça je répondrais, Balek, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo.
Le film se déroule en 1949 et non, perdu, 1984. Essaye de suivre un peu. En gros, c'est une figure détaillée et pourtant dite très classique d'un régime totalitaire tel qu'on pouvait le voir dès le début des temps modernes. Alors ouais, techniquement, c'est une œuvre futuriste. Mais là, je vous parle pas du futur technologique méga stylé. Des super voitures volantes et des méga épées adamantites qui claquent. Avouez, vous kiffez tous ce futur super classe, genre Blade Runner ou Black Mirror. Vous l'aimez, hein? Ben là, on a le soutien d'un régime totalitaire dans un climat industrialisé contemporain. Moi, je sais pas ce qu'il vous faut de plus pour rêver. Je crois que vous l'avez compris, les amis. Biff a réussi à voler l'almanach. L'avenir que nous offre 1984 est un futur sombre et ne laisse pas sa place au rêve et à l'imagination, à moins de les piétiner par la suite. En gros, Winston commence à avoir des doutes sur la société dans laquelle il vit. Et le fait qu'il travaille au ministère de la vérité, ayant la preuve qu'on falsifie l'histoire, renforce son sentiment. Alors c'est très flou, certes, mais les choses n'étaient pas telles qu'on voudrait nous faire croire il y a encore quelques années. Heureusement pour lui, notre protagoniste n'est pas fou. Partout ici, les murs ont des oreilles et il est facile de faire taire un simple cadre. Il garde alors ses idées pour lui mais continue à y réfléchir, et les note dans un petit carnet. Et de ces réflexions et ce que nous voyons à travers son récit, nous soumettent insidieusement l'histoire de ce contexte. C'était il y a très longtemps, à la fin d'une guerre aussi rocambolesque qu'énigmatique, sortit victorieux un homme du nom de Big Brother. La guerre fut si colossale que ses conquêtes s'étendirent au monde entier. Et car nous le savons tous, les continents ce n'est plus à la mode et surfait, naquit Eurasia, Estasia et Océania dans le but de délimiter les territoires. Le régime de Big Brother dans son roman d'anticipation est très inspiré du stalinisme, très en vogue à cette époque. Un sujet sur lequel Orwell s'est déjà plusieurs fois attardé et intéressé, la ferme des animaux étant l'un des exemples les plus connus. Océania, Eurasia et Estasia obéissent tous les trois à la même politique. Sur l'ensemble du globe, il existe 3 grandes entités qui maintiennent son fonctionnement. Le ministère de la Paix en charge des guerres, du réapprovisionnement en armes ou tout ce qui a rapport avec les meurtres de masse. Le ministère de l'Amour a pour vocation s'occuper des prisonniers ou nuisibles à l'Empire, sous toute forme de torture psychologique, morale ou physique. Et enfin, El Famoso ministère de la Vérité, dans lequel travaille Winston, notre héros. Bon, pas besoin d'être un étudiant en examen de philo pour comprendre le concept. Dans ce climat industriel années 50, notre protagoniste s'éveille lentement, pas à pas, au long de toute l'histoire. Et c'est au long de toute l'histoire qu'il va chercher à en apprendre plus sur le monde, et tel qu'il était avant. Et c'est au long de toute l'histoire que sa conscience va s'éveiller. Ce qui alertera ses chers compatriotes des ministères. Car dans ce genre de régime, même les murs possèdent yeux et oreilles. D'ailleurs, petite parenthèse, mais ouais, sur chaque poste de télé est équipée une caméra. Mais vous me direz alors? Mais ferme-la! On a compris. Tu viens juste de nous dire que les murs avaient des yeux et des oreilles. Mais arrête de te couper et continue ta vidéo qui a l'air si intéressante, originale et géniale. Eh mais tu viens de l'ajouter. Et vous aurez raison. Alors c'est stylé dans le cadre d'une dictature, personne n'a de secret, tu reconnais tout de suite les ennemis de ton empire, mais c'est obligé, il l'utilise pas que pour ça. La classe. Dans ses week-ends, Big Brother, il regarde de la vraie télé-réalité. Vous imaginez? Allez, plus de 20 minutes avant mon épisode d'Amtaro. Encore une journée pourrie. Je leur avais dit que le ministère des greffes d'organes gratuites c'était une mauvaise idée. Bon, voyons voir ce qu'il y a ce soir. J'ai préféré le remake avec sa sœur. Ouais, pas mal. Ah ouais, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Oh, il faut que j'appelle pas le pote. Bref, c'est un super titre. Très sympatoche parce qu'il reprend beaucoup de codes du stalinisme, mais poussé à leur paroxysme.
C'est marrant de se dire que si certains événements s'étaient déroulés d'une certaine manière, ouais, on en serait là. Morale de l'histoire, brûlez tous les communistes. Trotsky, tout ça, hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Faites chauffer les cartes bleues et allez vous le prendre. Mais surtout, n'oubliez pas que Big Brother vous regarde. Ladies and gentlemen, vous l'attendiez avec impatience. C'est la Rolls de la littérature, la star de toutes les œuvres dramatiques. Pendant des mois, notre équipe s'est démenée et n'a jamais su trouver meilleur style. Tout simplement la meilleure œuvre inventée par l'homme, un cadeau béni des dieux. Si vous ne l'avez jamais lu, vous avez raté tout un pan de votre culture, c'est historique. Il s'agit aux aventures extraordinaires des bisounours. Et si t'aimes pas, ben t'es un rageux.